Christian Daigle est président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Il vient nous voir aux 2 semaines pour un petit décryptage de l'actualité telle qu'elle peut être vue à travers sa lunette et celle de ses 40 000 membres, le syndicat des... Oui, ouais? Bien, pas loin de même de 42 000 membres. 42 000 membres. On va se faire une petite macédoine des sujets d'actualité ce matin avec Christian. Christian, d'abord, tu veux nous parler de ce fameux gel d'embauche dans la fonction publique et de la mise à jour économique qui est prévue pour la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Et effectivement, donc le mot que personne ne veut dire au gouvernement du Québec, c'est un peu comme Voldemort, ça, dans Harry Potter, là. Le mot en A, c'est ça, exactement. Donc, austérité. C'est un gel du recrutement qui se fait. Ils ont beau dire que le recrutement est quand même possible, mais ça prend l'autorisation du Conseil du Trésor. Donc, les ministères organismes n'ont même plus l'autorité de pouvoir embaucher eux autres mêmes. Il faut qu'ils demandent la permission. Puis, les gens ils disent il n'y a pas vraiment un gel d'embauche parce qu'on peut quand même faire de l'affectation, de la promotion. Fait que les emplois qui vont rester vacants vont être des emplois que nous on représente, ceux qui donnent des services à la population. Parce que si on peut faire de la promotion, on peut remplacer un directeur, on peut remplacer un professionnel parce que les gens vont monter dans l'échelle gouvernementale, si vous voulez, dans les postes. Puis ils vont toujours trouver des preneurs pour un poste de directeur, de gestionnaire, de professionnel. Mais au niveau d'embaucher des gens à la base, c'est là qu'on ne trouvera pas. On va pouvoir, faire de la mutation. Donc, les ministères... C'est pour ça que le gouvernement veut pas appeler ça un gel d'embauche. Hein? Non, il veut appeler ça un gel de recrutement. Exactement. Ce que vous refusez. Parce que dans le temps du gouvernement Couillard, le gouvernement Charest à l'époque, ce qu'on disait, c'est que dès qu'un poste devenait disponible, on ne pouvait pas le remplacer. C'est ça. Là, maintenant, ils disent, oui, on peut le remplacer par affectation-mutation. Ça veut dire que les ministères vont se cannibaliser entre eux. Ils vont se voler des gens parce que je vais avoir un poste de technicien en administration ou de préposé au renseignement. Je vais pouvoir aller en piger un autre ministère. L'autre ministère va pouvoir en piger un. Puis ça va être un jeu de chaise musicale. On peut juste plus faire rentrer de nouveaux sans frais dans la fonction publique. Exactement. Puis on vient de négocier nos conventions collectives au niveau ouvrier, au niveau fonctionnaire. On a donc des possibilités d'avoir des meilleurs salaires puis d'attirer des nouvelles personnes parce qu'on perdait des gens dans les dernières années parce que les salaires n'étaient pas assez compétitifs. Là, on réussit à négocier. Puis comme on vient pour mettre en application ces conventions-là, on a un gel de recrutement. Ouais. Alors, on avait déjà un manque d'effectifs. Le manque d'effectifs va continuer simplement. C'est ça qui va se passer. Puis la mise à jour économique vous fait peur pour la semaine prochaine? La mise à jour économique nous fait peur, oui, parce que on pense qu'il va y avoir encore d'autres mesures qui vont être annoncées. D'abord, le gel avant ça se faisait uniquement pour les années budgétaires. Donc, on disait, jusqu'au 31 mars, on met un gel d'embauche. Là, maintenant, le gel d'embauche, il n'est pas défini dans le temps. Ça veut dire, même avec le 1er avril, il va y avoir des nouveaux crédits budgétaires qui vont être donnés. Ça se peut que ça se poursuive au-delà de ça. Donc ça nous fait peur. On sait que le gouvernement s'est privé de revenus à travers les années. C'est 1,7 milliard qu'il a donné en baisse d'impôts. On l'a très peu vu pour les petits salariés. On l'a vu plus pour les hauts salariés, ceux qui avaient plus de revenus. Mais ce 1,7 milliard-là, c'est tous des revenus qui ne sont pas là. Depuis le début de ces baisses d'impôts-là, c'est au-dessus de 7 milliards que le gouvernement s'est privé. On parle d'un déficit de 11 milliards par année. Dans la dernière année, le 7 milliards a certainement aidé à diminuer ça. Puis on sait qu'il y a toujours un montant qui est mis de côté aussi pour les imprévus. Donc, c'est ce 2 milliards-là, à peu près, qu'on a mis de côté, 1,5 à 2 milliards. Je veux dire, c'est une fausse dette, comme le versement aux générations, le fonds des générations. Le fonds de génération, c'est de l'argent qu'on met de côté aussi. Ouais. Donc, c'est pas un vrai 11 milliards. Mais le fait de se priver de 1,7 milliard par année vient empêcher, justement, des services à la population. On a vu ça dans l'actualité, Christian, cette semaine, la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, qui va fermer certains jours de semaine dans certaines régions. Moi, l'article que j'ai vu portait sur 2 villes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense. Il y a un bureau de la SAAQ qui va fermer un mardi à Alma, puis le bureau de Dolbeau va fermer le mercredi. Puis là, je me trompe peut-être dans les villes, mais c'est assez singulier. Donc, ce qu'ils nous disent dans ces bureaux-là, ce que nous dit le gouvernement, c'est oui, mais c'est la basse saison. Il y a moins d'affluence dans les points de service. Puis là, il y a tout un discours sur l'optimisation, je sais pas trop quoi là. Mais toi, ce que le syndicat que tu représentes craint, c'est que ça ait vraiment un impact sur les services qui sont rendus à la population. Ça va avoir un impact, c'est sûr, parce qu'on va fermer des bureaux certains jours de semaine. Puis c'est une vingtaine de bureaux qui ferment au total là. Donc on a autant Lassar, Ville-Marie et la Madeleine Gaspé qui ont déjà commencé à appliquer ça. On a Rouyn-Noranda, Thetford Mines, Mont-Laurier, Shawinigan, La Chute, Bonaventure. On a tous ces bureaux-là qui vont éventuellement avoir des journées de fermeture. C'est vrai qu'il y avait une baisse d'achalandage durant les mois d'hiver. Puis on avait des gens même qui étaient mis à pied. Il y avait comme des saisonniers.
ces gens-là, maintenant, ont été confirmés dans leurs tâches à temps plein. Donc, c'est un bon côté. On a embauché plus à la SAAQ. Le problème qu'on dénonce, c'est le fait que certaines journées, il n'y aura pas de services accessibles dans ces villes-là. Puis on sait que c'est pas juste dans la ville, c'est tous les villages environnants qui font affaire avec le bureau. Donc, si on disait, on avait pu manipuler les choses différemment un petit peu, dire, bon, on va laisser un guichet ouvert, mettons, pour avoir des rencontres en personne, pour que les gens puissent se déplacer quand même. Puis après ça, prendre les effectifs qui ont moins de choses à faire pour les mettre, eux autres, sur les lignes téléphoniques, pour aider à baisser l'achalandage qu'il y a dans les services en ligne. Parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est ces villes-là en région qui vont avoir moins de services à chaque semaine. Puis nous, on n'est pas contre le fait de, des fois, déplacer des effectifs pour désengorger ces lignes-là téléphoniques qui sont surchargées. Mais il faut trouver une solution aussi pour donner un service à tous les jours dans les régions du Québec. Puis il y a des gens frustrés qui vont se buter sur des portes fermées aussi, parce que la logique veut qu'en général, des services gouvernementaux soient ouverts 5 jours semaine pendant les heures ouvrables au moins. C'est certain, puis on espère, nous autres, qu'on puisse changer les choses puis ramener ça, ce service-là. Parce que là, on dit, les services vont être disponibles en ligne seulement, puis on va prendre des rendez-vous. Les services en ligne, via SACLIC, a peut-être mis du bon un petit peu, mais il y a bien des gens qui sont pas capables de travailler avec SACLIC. Puis ça ne doit pas changer que les gens vont se déplacer quand même en succursale pour donner un service direct. Ça nous prend des gens pour le faire. Fait que oui, ils ont embauché des gens, ils ont confirmé des gens. Ça, on est super content de ça parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont besoin de la SAQ maintenant. Donc, il faut qu'on puisse trouver une solution pour garder le même service en région. Ces gens-là payent autant d'impôts puis autant de taxes que nous autres dans les grandes villes. Absolument. Un mot sur les élections américaines, peut-être. Christian, est-ce que ça t'inquiète, toi, comme représentant de la fonction publique? Ça m'inquiète beaucoup, oui. D'abord, en premier lieu, puis pour les femmes qui vont avoir encore des difficultés au niveau du droit à l'avortement aux États-Unis, mes premières pensées vont avec elles. On pense également au changement climatique. On est 8 millions à peu près au Québec. On a maintenant à Québec même les petits sacs mauves pour le recyclage des matières environnementales, pour tout ramasser ça. Mais quand tu as 300 millions à côté aux États-Unis avec un président qui ne croit pas au changement climatique, qui ne veut pas aller là, qui subit la pression, le lobby du pétrole, puis qui il donne foi ou il prête foi à ce moment-là, c'est pas une bonne nouvelle au niveau de l'environnement. Mais maintenant, au niveau syndical, il va y avoir des impacts. Déjà en partant au niveau de l'immigration. On sait les promesses qu'il a faites de vouloir déporter les gens, déporter les immigrants illégaux, comme il dit. Le moteur de recherche Google, ils ont décuplé, ça a l'air, les recherches qui se font via Immigration au Canada, comment immigrer, comment partir et aller au Canada. Donc, c'est une vague d'immigration qu'on va subir au Canada, au Québec également, alors que nous, on veut ralentir un petit peu cette vague-là d'immigration pour que les infrastructures puissent s'améliorer, qu'on puisse être capable de desservir ça au niveau du logement, au niveau des déplacements, au niveau de tous les services qu'on donne, et également au Québec. On parle de la francisation. La francisation, on a de la difficulté présentement. On le voit quasiment tous les jours dans les journaux, les difficultés qu'il y a, les cours qui manquent, les cours qui sont coupés parce qu'on n'a pas les moyens, justement, de payer au niveau de la francisation. Tous ces immigrants-là qui vont arriver vont avoir besoin de cours de francisation également. Absolument. On a l'aide sociale également qui est surchargée présentement dans la région de Montréal avec tous les immigrants qui arrivent parce qu'on peut pas délivrer des permis de travail, on peut pas leur permettre de travailler aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc, ces gens doivent survivre, doivent avoir de l'argent. C'est l'aide sociale qui écope. Autrement dit, c'est des syndiqués, c'est des membres de la fonction publique qui gèrent l'immigration au Québec, qui gèrent l'immigration partout au Canada. Tout à fait. Et là, cet afflux-là massif d'immigrés en provenance des États-Unis va faire peser un poids considérable, inimaginable sur ces employés-là. Déjà qu'on le subit dans les dernières années. On le voit moins à Québec, on le voit plus dans la région de Montréal. On a 2-3 bureaux qui sont attitrés spécifiquement aux nouveaux immigrants dans la région de Montréal et qui sont surchargés là, du matin jusqu'au soir. Là. À un moment donné, il faut qu'ils barrent les portes pour pouvoir finir la journée à un moment donné. Puis dire, on arrête de servir les gens, puis les gens se butent à des portes fermées à ce moment-là, quasiment 2 heures avant que ça ferme, parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur pour desservir ça. Donc, l'aide sociale est là-dessus. La RAMQ va être également prise à partie, parce que les gens vont avoir besoin de cartes d'assurance maladie éventuellement. Au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec, qu'on vient de parler, ça va être la même chose aussi, parce que les gens vont avoir besoin d'un permis, d'avoir d'équivalence d'un permis de conduire éventuellement, parce que tu peux conduire au Québec avec un permis de ton pays d'origine, un pays étranger pendant 6 mois de temps. Mais au bout de 6 mois, ça te prend un permis international. Donc, il faut que tu passes les équivalences à ce moment-là au Québec pour pouvoir avoir ces permis-là. C'est tous nos services publics qui vont être impactés par cette vague-là d'immigration potentielle qui s'en vient suite aux élections américaines. Donc, ça a un très gros impact pour nous ici au Québec. Très inquiétant tout ça. Merci beaucoup, Christian, d'être passé ce matin. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup, Philippe. Au plaisir.